La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des Paquitalks, je reçois Jacques Daquin, le PDG des cartonnages Gouriot. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Alors je suis ravi de vous recevoir Jacques aujourd'hui. J'ai souhaité vous inviter car vous êtes une figure des cartonnages français depuis 35 ans. Alors parce que vous dirigez ce cartonnage breton depuis 7 ans bien sûr, mais parce que vous avez été en relation avec presque tous les cartonnages français, belges, luxembourgeois, anglais, allemands et même au-delà, quand vous étiez le directeur commercial des cartonneries de Pont-d'Ardennes, pendant 15 ans notamment. C'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui me marque quand je pense à vous, c'est votre personnalité, sans vouloir trop vous lancer de fleurs. Depuis qu'on se connaît, j'ai toujours été marqué par votre gentillesse, votre sérénité, mais aussi votre professionnalisme et surtout votre volonté de toujours aller de l'avant, voire parler. Votre parcours aussi, puisque vous avez travaillé à la fois dans une grande entreprise française, ce qu'on appelle une ETI, avec des responsabilités de cadre supérieur. Puis vous êtes allé sur de la reprise d'activité avec les cartonnages Gouriot. Et puis en troisième point, votre action chez ces cartonnages. Vous avez redynamisé l'activité, lancé un site Web2Pack et plus récemment ajouté des possibilités de personnalisation en ligne en utilisant Hype. Vous m'aviez aussi parlé de projets de décarbonation, en tout cas déjà d'une prise de mesure de votre bilan carbone avec des actions qui doivent vous amener à améliorer votre empreinte environnementale. On va parler de tout ça pendant ce podcast, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, ben, écoutez, oui, j'ai 60 ans, donc j'ai effectué, la quasi-totalité de ma carrière dans l'environnement du papier carton et de la fibre, parce que j'ai fait, une escapade dans, l'exploitation forestière et la scierie. En fait, moi, ma carrière, elle a commencé par, une rencontre avec un homme, hein. Je faisais des études d'économie scientifique et de gestion et j'ai fait un stage dans les aux cartonneries de Gondardenne et j'ai rencontré un homme fantastique, Alain Lamiot, et j'ai eu cet instinct de suivre l'homme et j'ai bien fait parce que, bon, effectivement, j'ai pas choisi le papier carton parce que j'en rêvais quand j'étais jeune, mais c'est plutôt lui qui m'a choisi et c'est, Alain Lamiot que j'ai rencontré et que j'ai choisi. Un homme travailleur, courageux, droit et qui incarnait des valeurs qui me parlaient tout simplement. Et je me suis plongé dans l'univers du papier carton, dès mes études finalement, dès la sortie de mes études et je ne l'ai plus quitté parce que c'est un milieu, passionnant. Donc en fait, après, plusieurs responsabilités au sein des cartonneries de Gondardenne où j'ai pu, m'exercer, à la production, au secrétariat général, à la direction commerciale, au développement également, à la croissance externe. J'ai eu effectivement l'occasion de visiter, tous les cartonnages de France et de Navarre en tant que directeur commercial de Gondardenne puisque, Gondardenne reste une des plus grandes cartonneries d'Europe et dédiée uniquement à la plaque et donc avec comme clientèle unique, en aval les cartonnages. Donc oui, effectivement, c'est un monde que je connais bien. J'ai eu aussi l'occasion au sein des cartonneries de Gondardenne de, restructurer la branche cartonnage parce qu'à un moment donné, on s'est diversifié dans le rachat de cartonnage et ça se passait pas très bien en région parisienne. Donc j'ai eu l'occasion de reprendre la direction de cartonnage en région parisienne. C'est là vraiment que j'ai découvert de l'intérieur cette fois-ci ce métier passionnant. Puis j'ai rencontré, au fil de ma carrière, alors que j'étais dans une scierie, j'ai rencontré Yves Gouriot qui cherchait un repreneur pour son entreprise. Je le connaissais de mon époque, mon passage à Gondardenne et ça a été aussi une rencontre avec un homme, courageux, travailleur, sérieux, comme Alain Lamiot et j'ai suivi mon instinct et depuis 7 ans, donc j'ai repris la direction des cartonnages Gouriot. Alors donc vous en parlez avec cette rencontre ou cette rencontre à nouveau dans le parcours. Vous aviez, je comprends bien, à travers
le passage chez les cartonneries de Mondardenne qui avaient fait ces reprises d'activité au niveau des cartonnages. Tout ça, vous avez préparé à cette reprise d'activité, vous l'aviez vécu au sein d'une entreprise, et puis là, c'était le moment de prendre la suite et d'être votre propre capitaine, je dirais, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quand vous reprenez cette activité, donc cartonnage breton avec, je pense, une identité régionale forte, quelle a été votre stratégie que vous avez voulu dérouler en fait, et est-ce que vous l'avez suivie ces dernières années? Oui, alors, c'est comme toujours, je pense, on a toujours un cap, hein, et c'est clair, j'avais un cap en reprenant cette entreprise. Mais la vie fait que, il faut savoir aussi louvoyer, hein, tout bon capitaine le sait, on décide du cap, mais la nature souvent et la mer, nous obligent à des virements de bord, tout en gardant quand même le cap, hein, et on sait où on veut arriver. Après, comment on y arrive, c'est toujours un peu compliqué. Quand j'ai racheté les cartonnages Goriot, c'était une entreprise, donc le métier, je le connaissais très bien. C'est une entreprise qui était à l'image de son dirigeant Yves Gouriot, qui avait fait 40 ans, toute sa carrière dans cette entreprise. Une entreprise, bien organisée, mais je dirais très artisanale encore dans ses méthodes. Yves Gouriot était un homme courageux et donc il remontait ses manches et il travaillait dans l'usine et il motivait ses troupes, mais je dirais qu'il avait sûrement un manque d'organisation et de vision industrielle. Or, cette entreprise était à la taille où, justement, il fallait basculer dans une organisation un peu plus structurée. Moi, je venais de plus grands groupes et j'ai dirigé d'autres entreprises, donc j'avais une vision plus large de ce que pouvait être ce métier. Et donc, j'ai déroulé le plan en 3 étapes. D'abord les hommes, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. On a tous, avec nos confrères, les mêmes machines et hein, il y a quelques constructeurs au monde, il y en a donc on a les mêmes machines, on a les mêmes matières premières, on a bien sûr les mêmes clients. Donc qu'est-ce qui fait la différence avant tout? Ce sont les hommes. Il se trouvait en plus que chez Goriot, la pyramide des âges était tout à fait inversée, puisqu'après 40 ans d'existence, vous aviez environ un tiers de l'effectif qui partait en retraite dans les 3-4 premières années de ma reprise. Donc je me suis attelé à constituer l'équipe, à la reconstituer au fur et à mesure des départs en retraite. C'est le travail le plus important, hein, dans toutes les entreprises où je suis passé, ce sont vraiment les hommes qui font la différence. Deuxième point, essentiel aussi, surtout aujourd'hui, on le voit bien, c'est la digitalisation, la numérisation de nos entreprises. On a beau faire un métier traditionnel, l'informatique aujourd'hui nous permet de démultiplier nos forces de façon extraordinaire. Et ça, il faut absolument l'inscrire dans une stratégie bien pensée. Et on a en fait changé tout le système informatique. On est passé de client-serveur à terminal-serveur pour le côté hard, mais on a changé bien évidemment aussi tous les logiciels bien sûr classiques de devis et de suite commerciale, mais on a adopté un système de business intelligence, un système de planning de l'usine, un CRM évidemment et Paquitou. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. C'est aussi, ça fait partie de la colonne vertébrale de l'entreprise. Et le troisième, il ne faut pas oublier qu'on est une industrie, hein, donc on a des machines à faire tourner. Donc on a, développé une stratégie industrielle, qui nous a conduit à investir plus d'1,5 million d'euros dans des machines essentiellement européennes parce que pour moi le critère principal, de performance dans le cartonnage, c'est pas tant la productivité que la flexibilité et l'adaptation à notre marché et avoir des constructeurs européens, bah, ça permet, lorsque les machines sont en panne et une machine, ça finit toujours par tomber en panne, ça permet de dépanner très rapidement et d'être très agile. Voilà. Donc tout ça, ces 3 points, les hommes, l'informatique et l'industrie et la productivité, c'est au service finalement, dans notre métier, de 3 axes stratégiques que sont petite et moyenne série, la complexité et le service. Et avec ces alors on va parler, parce que je parle toujours du Covid, en cette période encore, où on en vit, les conséquences, hein, bien évidemment. Justement, cette période Covid, elle intervient, en fait, 3-4 ans après votre, reprise d'activité. Alors, qu'est-ce qu'elle a produit chez vous? Je veux dire, au moment où il y a l'annonce du confinement et puis, les premiers mois où où il y a une production quand même à faire suivre. Là, en tant que dirigeant repreneur, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Alors, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que c'est typiquement le cas de figure où, tout en ne perdant pas le cap, il faut savoir louvoyer, hein, et il faut être agile.
Donc, bah, voilà, vous vous prenez une crise, c'était pas prévu, il faut être très réactif. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, d'abord, on a saisi, l'occasion de prendre un PGE, hein, puisqu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si on en aurait besoin ou pas. Donc, prudence étant mère de sûreté, on a tout de suite pris un PGE dans les 15 premiers jours. Notre gouvernement là a été, incroyable d'efficacité parce qu'en 15 jours, on s'est retrouvé, avec 1 million d'euros sur le compte. Donc déjà ça nous a mis, à l'aise sur le plan trésorerie. Et après ma réflexion, ça a été de me dire: «Bon, on a des gouvernants qui ont été quand même hyper efficaces dans leur réaction, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu, on va continuer, à embaucher et à dérouler notre plan, de renouvellement de l'effectif et de constitution de l'équipe et on va continuer à investir. Puisqu'on nous a donné de l'argent, ben, on va le dépenser, on va faire tourner la machine économique». Et pendant mes études d'économie, moi, si j'ai bien appris une chose, c'est que les anticipations des acteurs économiques créent la réalité. Donc si nous, entrepreneurs, grâce aux efforts du gouvernement, on gardait le moral, eh bien l'économie allait s'en sortir. Et c'est globalement quand même ce qui s'est passé. Donc on n'a pas changé le cap en fait, hein. On a louvoyé, mais on n'a pas changé le cap et on a bien fait. Donc on a passé finalement, hein, c'est vraiment qu'un louvoyage, un virement de bord, un ou 2 virements de bord. Et pour nous, le covid n'a pas été, plus traumatisant que ça, j'allais dire. La consommation carton, alors c'est maintenu aussi par un effet de, je dirais, de la grande consommation de manière générale, mais également il y a Mmh. d'autres phénomènes qui étaient déjà en place, mais qui n'ont fait que se confirmer depuis, avec ou sans le Covid. Je pense au plastic bashing, ça c'était avant, mais ça ne Mmh. fait que s'accélérer. L'essor de l'e-commerce, donc là on parle bien de la vente de produits en ligne qui a mené le développement de solutions d'emballage carton tout à fait adaptées pour, cet usage. Il y a eu aussi, des phénomènes peut-être, liés au Covid cette fois-ci, de par l'augmentation de la consommation de papier carton, des phénomènes de pénurie qui ont aussi conduit à des augmentations de tarifs qui se sont répercutés et qui ont produit chez vous effectivement, en tout cas une forme d'incertitude, mais in fine peut-être plus positive que négative, dans les chiffres du moins, pas forcément dans la relation client, mais en tout cas dans les chiffres. Et puis là, 2023, c'est, le phénomène, inverse, hein, je dirais c'est l'effet boomerang où, effectivement, la consommation rediminue. Ces prix ont été un petit peu asphyxiants, donc on est sur des phénomènes de rétention, en tout cas de garder la clientèle existante, de savoir la fidéliser. Et là-dessus, sur cette contre-année 2023, comment vous gérez les choses depuis le début de l'année? Puisque moi, sur les chiffres que j'ai, on est, effectivement sur des baisses, assez significatives, en volume déjà. Comment vous gérez la chose depuis le début de l'année? Mais, toujours de la même, avec la même, attitude. C'est-à-dire que j'ai toujours le cap, qui est bien en vue. Le cap pour Gouriot, quand je suis arrivé chez Gouriot, l'entreprise, sur le plan du foncier déjà, n'avait pas de possibilité d'agrandir ses bâtiments. Donc, on est plein comme un œuf et donc dès le début de ma reprise, j'ai identifié ce problème. Soit à horizon de 10 ans, il fallait déménager, soit il fallait, trouver une solution pour pousser les murs, acquérir du foncier. Donc ça fait partie du cap. C'est-à-dire que dès le début, je me suis dit: «Il faut qu'on donne de l'air à cette entreprise pour les 10, 20, 30 ans qui viennent». Et donc j'ai travaillé avec la communauté de communes, à trouver des terrains, à les viabiliser, les inscrire dans le PLU. Et ça a abouti, en février, là, il y a 3 mois. On a acquis 10 000 m² constructibles, ce qui donne, une perspective de croissance et qui rouvre et qui rend possible les perspectives de croissance aux 10, 20 et 30 ans qui viennent. Donc moi je suis toujours, et cette année, bah, voilà, la crise économique, c'est aussi, du conjoncturel. C'est pas de l'ordre du structurel et du cap, c'est de l'ordre du conjoncturel. Et là, c'est toujours pareil face à une crise, hein. Le pire, c'est de rester tétanisé et ne rien faire. Donc, Paquitou, c'est un bon exemple. Il y a 5, 6 mois, quand vous m'avez contacté et proposé votre brique, qui venait s'ajouter ou qui pouvait s'ajouter à notre site internet vendeur, vendait que du standard, bah, c'est pareil, je me suis dit: «Bah, voilà, est-ce que je mets un billet sur la table pour essayer de faire avancer le schmilblick? Est-ce que je reste tétanisé parce que la crise arrive et que je ne fais rien, ce qui est le pire dans la tempête? Ou bien est-ce que, non, virement de bord, allez on y va, on tente le coup, on multiplie les initiatives, on fait feu de tout bois». Donc c'est ce qu'on a fait depuis ce début de l'année, on a embauché un jeune commercial, on lance un site internet vendeur, on fait feu de tout bois sur les réseaux sociaux,
On a acheté des grands écrans pour faire de la visio parce qu'on s'est rendu compte effectivement pendant le Covid qu'il était possible de faire du développement avec les clients sans se déplacer, qu'on gagnait en productivité. On se lance dans la RSE à fond, on y reviendra peut-être, après. Voilà, on mobilise les équipes. J'ai changé par exemple en octobre-novembre dernier toute l'organisation du service commercial. J'ai créé 3 branches au sein de notre service. Alors on est une PME, hein, on n'a pas, on est 11 dans les bureaux. Mais j'ai créé 3 branches qui sont pilotées par 3 personnes que j'ai passées cadres: RSE, digitalisation et services, stockage, supply chain. Voilà. Et ben ça fait bouger les lignes. Et du coup, est-ce que ça a déjà produit, des effets positifs côté business, sur ces 6 derniers mois? Oui, très clairement. Prenez par exemple notre offre supply chain qui est en fait, une offre qui est à 2 niveaux. D'abord qui est basée sur, notre système d'information, doté d'un un système de business intelligence. Donc on a une maîtrise, excellente, que j'avais jamais vue dans les autres entreprises où je suis passé, de nos chiffres. Et donc on est capable de dire à nos clients, deuxième stade, on a du la place en stockage, hein, on est capable de leur dire: «Bah écoutez, vous nous achetez des cartons? Très bien. On va s'occuper de tout votre ADV». C'est-à-dire qu'en fait, vous ne nous donnez plus maintenant que vos prévisionnels de consommation à 3 mois, à 6 mois, et nous, on fait tout le reste. On remet en production ce qu'on veut remettre en production, on stocke ce qu'on veut stocker, on vous livre quand vous voulez, ou voire même c'est nous qui déclenchons les livraisons en fonction de vos stocks à vous. Vous n'avez plus rien à faire en fait. Faites-nous confiance et on va optimiser les prix et les runs en production avec toute cette connaissance, de notre métier au sens large, c'est-à-dire pas juste la production de carton, mais également tout le service, le stockage, la logistique, la livraison, la supply chain. Donc oui, là par exemple, on a remporté un appel d'offres avec un gros industriel local et c'est mis en place depuis 3 mois. Voilà. D'accord, et ça se base, pour ma compréhension et ma curiosité et peut-être celle aussi des auditeurs, sur de l'EDI, c'est-à-dire de l'échange, dématérialisé d'informations via les connexions ERP par exemple? Ou c'est, pour pouvoir, comme vous dites, si on a connaissance de vos stocks, on est capable de et reproduire et ou, de vous relivrer automatiquement sans que vous ayez à prendre cette information de votre côté, nous la communiquer et engager un bon de commande? C'est basé ça se fait comment, techniquement? Bah, en clair, le client avec qui on a contracté, c'est tout simple, il nous envoie toutes les semaines 2 informations par référence. Son stock chez lui et son prévisionnel de consommation. Nous, on intègre ces 2 données dans notre système. Et en fonction de nos propres données, c'est-à-dire en fonction de nos stocks à nous, des runs qui sont déjà éventuellement en cours de production, des prix de revient, donc quels sont les runs les plus notre système calcule les runs les plus économiques en calculant le rapport entre le coût de stockage d'un côté, le coût de mise en production, avec les frais fixes de mise en production et de réglage qui sont très importants et donc on optimise en fait, et le prix et on minimise les stocks et en fait on a aussi pour le client un délai de livraison qui est de 48 heures puisqu'on a toujours ni trop peu, ni trop de stock. Donc voilà, et le client, lui, il a plus rien à faire. Il a plus qu'à nous envoyer 2 données, c'est tout. C'est ultra intéressant, effectivement peu commun parce qu'il faut aller, assez loin, dans la compréhension effectivement économique, de tout le périmètre, le stockage, la volatilité des prix matières, les prix contractés. C'est quand même une multitude d'informations qu'il faut savoir, compiler et faire vivre pour pouvoir prendre les bonnes décisions chez vous. Dire: «Je reproduis maintenant, j'attends un peu, je stocke», c'est assez incroyable. Merci pour ce partage. Je voulais revenir sur un point, le site vendeur, comme vous le dites. Vous avez démarré quand? Et c'était donc sur un périmètre au départ de standard. Vous pouvez nous redonner un peu de contexte sur, le démarrage du site justement? Oui, alors en 2017, quand j'ai repris l'entreprise, le cap, je l'avais. Je rêvais de faire un site internet vendeur avec un configurateur en ligne. Et j'avais d'ailleurs à l'époque, demandé à une société, une prestation informatique parisienne qui faisait des sites, des configurateurs, par exemple pour faire des baskets, personnalisées, à l'unité. Je leur avais demandé: «Bah, tiens, pour notre métier du cartonnage, est-ce que vous seriez capable de faire, ça?» Et c'est là que j'avais réalisé tout le chemin qui nous restait, nous, à parcourir avant de pouvoir y arriver. Donc du coup mais le cap était là, vous voyez? Le cap était là.
Et je me suis dit: «Bah, OK, on va d'abord, réinformatiser toute entreprise, on va refaire le site internet. On va, première étape, faire un site internet vendeur sur la base, non pas d'un configurateur, mais d'un tarif de stock, de carton en stock», hein, ce qui était beaucoup plus simple. Celui-là, on l'a mis en place pendant le covid. Voilà, on avait du temps de libre, on en a profité. On l'a lancé donc il y a maintenant 3 ans. Bon, ça nous fait un client moyen, hein. On est monté à 25 000 30 000 € de chiffre d'affaires avec ce site internet vendeur, basé sur du stock. Et là, avec Paquitou, l'occasion nous est donnée de passer à la vitesse supérieure avec vraiment, le devis en ligne. Et le devis en ligne pour moi, il ne s'agit pas avec le configurateur de faire autre chose que ce qu'on sait faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de la complexité, c'est de la valeur des produits à forte valeur ajoutée. Et donc c'est pour moi le site internet vendeur et le configurateur, il doit nous servir à aller vendre nos produits et notre savoir-faire ailleurs. En tant que petit cartonnage, on a 3 commerciaux, vous comprenez bien qu'on ne peut pas démarcher toute la France. C'est complètement impossible. On ne peut jamais et on ne pourra jamais démarcher toute la France. Avec un configurateur en ligne, dynamique et efficace, avec la possibilité de remettre un devis en 30 secondes n'importe où en France, oui, là, on peut on peut espérer toucher une clientèle que sinon on ne toucherait jamais. Donc c'est ça ce cap-là, et cette idée, générale qui est sous-jacente. Alors j'ai 2 questions. La première concernant, la première mouture du site lancée pendant le Covid. Vous avez partagé, un niveau de chiffre d'affaires sur la base de ces standards, mais quand même, de ce que j'en sais, vous ressentiez bien, déjà un grand nombre de demandes qui justement allaient sur des dimensions sur mesure, allaient sur des demandes de personnalisation. Donc ce site quand même vous permettait aussi de capter des leads, en fait des demandes, d'information, des demandes d'intérêt, de façon, je dirais assez significative ou assez probante. Ça, vous l'avez, c'était quelque chose que vous aviez pu mesurer avant même d'implémenter Hype pour justement répondre de façon automatisée à cela et aller plus loin encore, en tout cas remplir cette promesse d'automatisation. Vous voyez que les gens, s'interrogeaient sur: «OK, j'ai vu qu'il y a une gamme de standards de la caisse américaine, des solutions e-commerce ou des solutions pour vos secteurs que vous couvrez bien», donc le secteur de la brasserie notamment, hein, des brasseurs. Mais vous aviez bien ce nombre de demandes qui augmentait, sur des solutions sur mesure et ou personnalisées. Oui, oui, et alors en fait, mais c'est là qu'on voit que le site internet vendeur, ça n'est pas quelque chose qui arrive, à part et qui est en dehors, on est vraiment dans l'activité commerciale, hein, au cœur de notre métier. Quand je suis arrivé, par exemple, on mettait, 24-48 heures pour remettre un devis. Bah, pourquoi? Parce qu'il fallait que le bureau d'études fasse un plan, qu'ensuite il retransmette au service ADV, qu'on calcule un prix, que la direction valide les marges, qu'on remette ça au client. Et bah, finalement, quand on discute avec les clients, eux, ce qu'ils vous demandent, c'est le devis, le plus vite possible. Donc nous, je me souviens, la première réunion commerciale quand je suis arrivé en 2017, j'avais mis comme objectif, sur le tableau noir, en gros et en première ligne en tête de chapitre: «Objectif devis remis dans l'heure». Bon, ce qui nous paraissait déjà totalement infaisable à l'époque. On y est arrivé à 80 du temps. Et là, avec le site internet, moi, je vois juste la possibilité d'encore devenir meilleur dans ce domaine, c'est-à-dire remettre le tarif, et le devis en 30 secondes, à n'importe qui et n'importe où en France. Et ça, c'est juste la continuité du travail qu'on fait depuis déjà 6-7 ans. Et ça ne pourrait pas être, réalisé sans cette brique, informatique extraordinaire qu'est, le configurateur. Donc oui, on est bien dans le cadre d'une stratégie avec un cap bien défini dès le début, et on est bien dans une continuité et dans l'utilisation des nouveaux systèmes, qui sont mis à notre disposition par l'évolution technologique qui est fantastique. Dans certains épisodes, on en a déjà réalisé, avec, des dirigeants de cartonnage, mais aussi avec des spécialistes du web to pack. Je pense qu'il y a des effets, et générationnels d'une part et d'autre part, de connaissances ou de compétences. Quand on dirige un cartonnage, on a une fibre industrielle, on connaît sa matière première, on connaît les machines, on connaît les processus. Aller en ligne,
moi je le constate dans beaucoup de discussions et d'échanges, peut faire peur parce que, c'est un monde un petit peu moins balisé, moins connu, où on entend un peu de tout et de son contraire. Vous l'avez vécu comment vous mmh, l'arrivée, sur le web, l'achat de mots-clés, la communication en ligne, les réseaux sociaux? Hem, Est-ce que ça vous a paru, être, simple, évident, autoréalisateur? Je mets un là, ça me rapporte 2 ici, ou c'est plus compliqué que ça? On est clairement dans le domaine de l'investissement et il faut aussi savoir un peu lâcher prise. On est en train de défricher, des terres inconnues. On est vraiment dans des évolutions techniques, qui sont, inconnues auparavant. On n'est pas dans le cadre d'une machine qui juste tourne un peu plus vite qu'avant. On est effectivement dans des technologies de rupture, hein. Vous prenez quelque chose que les gens maintenant connaissent grâce au Covid, ce sont les visios. Les visios avant, c'était un peu de la science-fiction. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait un film qui s'appelait, un film de science-fiction. Ça s'appelait Max la menace. C'était un espion qui, quand il voulait téléphoner, il enlevait sa chaussure, il tournait le talon, il dépliait une antenne et il téléphonait. C'était de la science-fiction. Mais c'est ça, en fait, les techniques évoluent tellement qu'il faut aussi un peu savoir se jeter à l'eau. Il faut lâcher prise. Quand on a un cap, bon, bah, de temps en temps, il faut aller à droite, à gauche. On ne sait pas trop ce qu'il y a à droite, à gauche. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est que si on ne fait rien, eh ben, on réussira rien. Il est clair qu'avec, l'informatique, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Moi, j'en ai l'instinct, je pense et je suis sûr que ça va marcher. Mais je peux comprendre les doutes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on n'ose pas, on réussit pas. Vous parliez de crise, cette crise économique de cette année, vous parliez de la crise Covid. Une chose est sûre, quand on est dirigeant d'entreprise, on doit être obsédé par la décision. Si on ne décide rien, il se passera rien, rien de bon. Donc non, il faut décider, il faut avancer. Et les gains, je vais vous dire, j'aurais pas dû vous dire qu'on avait fait 15, 20, 30 000 € de chiffre d'affaires avec le site internet vendeur, parce que je laisse entendre en disant ça que c'est ça le retour sur investissement. En fait, c'est totalement faux. Le retour sur investissement, il est bien plus large. Il est bien sûr sur le chiffre d'affaires direct qu'on prend, mais il est aussi sur tout celui qu'on prend pas, c'est-à-dire tous les prospects qui essayent, qui gravitent autour, qui font une configuration, puis ils commandent pas. Mais nous, on le sait, on les rappelle. Donc vous avez aussi tous les gens qui ne trouvent pas sur le site internet vendeur ce qu'ils veulent, mais qui, grâce à ça, vous connaissent et vous appellent. Donc il y a tout le chiffre indirect qu'on prend par rapport à ça. Et puis vous avez toute l'image de marque. Aujourd'hui, si nous, on n'a pas de problème à embaucher chez Gouriot, c'est parce qu'on a une image, à juste titre, de très moderne. Je crois que oui, effectivement, quand vous visitez Gouriot et quand vous venez comprendre un petit peu comment on travaille, on fait un métier ultra traditionnel, mais on le fait en mode start-up. Et ça, je peux vous dire que du point de vue marque employeur, ça paye, ça rapporte beaucoup. Donc voilà, c'est beaucoup plus large ce qu'on gagne au travers de prises de risques, heu, somme toute limitées. Parce que quand on voit le coût, heu d'un système informatique par rapport à l'embauche de 2, 3, 4 personnes, on reste quand même dans des investissements qui sont bien plus raisonnables et bien moins Et risqués. ça me fait faire un lien avec quelque chose que vous m'aviez dit quand on préparait ce podcast ensemble. Vous disiez: «Il faut se rassurer en considérant qu'un site, c'est un nouvel outil de prospection et donc qu'il vient simplement valoriser un savoir-faire existant, mais en ligne, donc effectivement, c'est ce côté prospectif ou prospection que vous disiez en disant: «Il y a effectivement la prise de commande directe, mais il y a tout l'indirect». Effectivement, c'est ce travail d'ouvrir des portes, mais d'une autre façon avec le web, Mmh. avec une, présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec, un contrôle fort sur cette dynamique commerciale puisqu'on sait ce qu'on y présente, on sait ce qu'on n'y présente pas et donc on sait que ceux qui viendront et qui n'ont pas trouvé chaussure à leurs pieds sur l'offre existante. Cependant, on saura aller les retravailler, Mmh. donc avec une action commerciale qui est un peu adaptée par rapport à à ce canal d'entrée. Complètement, complètement. Alors je vais vous donner un chiffre tout simple qui date d'il y a 1 heure. On a lancé le configurateur, nous, sur internet, la semaine dernière, le 22 mai. À ce jour, et donc on est le 28, on est 30 pardon. À ce jour, on a 11 comptes qui ont été créés, qui n'ont pas donné lieu à des commandes directes. Mais 11 personnes, 11 sociétés ont créé un compte, ont fait des configurations, non pas pour des raisons X ou Y passées de commandes, mais ces gens-là, on les connaît. On les a déjà, pour 9 d'entre elles, il y en a 2 qui viennent d'arriver ce matin, il faut qu'on les contacte, mais 9 d'entre elles, on les a contactées. Sur les 9 qu'on a contactées, 5 nous ont passé des commandes
d'autres produits qu'ils n'avaient pas trouvés sur le site. Mais voilà, eh bien, créer 5 comptes en 6 jours, pour un cartonnage, les cartonnages qui écouteront ce podcast mesureront le retour sur investissement de ces efforts qu'on fait sur le plan informatique. C'est juste extraordinaire. Imaginez sur un an qu'on crée, je sais pas moi, 50 ou 100 comptes. C'est extraordinaire comme prospection, extraordinaire. Du coup, on va continuer, on embauche une alternante ou un alternant, à partir du mois de juillet, en bachelor commercial, juste pour ça, pour exploiter ce filon extraordinaire qu'est, hem, les gens qui se connectent sur le site et qui, ne vont pas au bout, mais dont on connaît les mails, le nom de la société, les téléphones, et Donc cetera. là, c'est effectivement, une stratégie complètement, assumée et mise en place puisqu'on a effectivement un vecteur d'acquisition, un site, d'information, le configurateur avec le prix en Mmh, automatique et ensuite une conversion mmh, qui, si elle n'est pas assumée en automatique, parce que ce sont des produits quand même complexes, l'intérêt stratégique, hein, un client effectivement quand on est en dimension sur mesure avec de la personnalisation, beaucoup de questions, beaucoup d'alertes, beaucoup de signaux se mettent en place. C'est pas simple, mais cela dit, avec une action commerciale correspondante qui vient rassurer, dire j'ai bien pris connaissance de l'information, je vous remercie et donc je peux vous aider à aller au bout. Effectivement, là, on amène ce retour sur investissement. Donc c'est pas un site tout seul, c'est pas des commerciaux tout seuls, c'est peut-être aujourd'hui les deux ensemble. Bien sûr, c'est toute l'équipe derrière. Nous, on vend sur ce site internet, on a l'ambition de vendre essentiellement des emballages, imprimés, soit en flexo, soit contre-collés offset. Donc toute la partie, par exemple, de l'imposition du visuel, eh bien là, on est dans un mode de développement traditionnel avec le client. Même si un client nous commande 1000 boîtes, contre-collées offset sur le site et les paye en ligne, derrière, on reprend la main sur un mode tout à fait traditionnel avec le bureau d'études en contact avec le client. On lui envoie les plans, il fait son imposition, on le guide et on est dans notre métier, hein, tout à fait, tout à fait. On n'est pas en dehors, hein, on est complètement dans notre métier, hein. Ce que nous disait de façon correspondante Julien Bockney, le fondateur de Cochlear, c'est qu'une partie de la réussite aussi de Cochlear, c'est ce service client, ce service commercial que les clients apprécient. Une fois la prise de commande passée, lors de cette reprise de contact, effectivement de se dire je suis accompagné, j'ai du service, donc point essentiel de votre stratégie, hein, augmenter et booster toujours ce niveau de service. Et effectivement, à la fin, ça fait des clients fidèles et ça donne lieu, puisqu'on parle de retour sur investissement, que peut-être les cartonnages savent, mais qui est peut-être un peu moins processé que dans certaines startups. Donc, par exemple, Paquitou en fait partie. Dans notre jargon, on parle de LTV, Lifetime Value d'un client, c'est-à-dire de se dire un client, ce n'est pas sa première commande. Et là, ça va parler à beaucoup de cartonnage, hein, puisqu'on sait bien, il y a souvent un petit peu d'investissement sur une première commande. Ce qui est intéressant, c'est un, le réappro sur cette première commande, et deux, le potentiel qu'on peut développer à partir de là. Donc effectivement, aujourd'hui, avec 11 jours de recul, on ne peut que se dire, ou une dizaine de jours de recul, vous pouvez vous dire, le potentiel de ces 10 nouveaux comptes qui vont nous amener peut-être 5 clients fidèles qui peuvent nous générer à terme tel chiffre d'affaires, c'est bien de ça dont on parle. Ce ROI, il va se constituer dans le temps et de façon cumulative. Bah, bien sûr, parce que nous, on est en B2B et on est sur des relations qui mènent du temps effectivement à se construire avec les clients, relations de confiance, parce qu'on ne vend pas que du carton, on vend du service, on vend du développement, de l'écoute, de de la prise en compte de la complexité, du réel chez les clients. Donc effectivement, cette relation, elle met du temps à être construite et un compte ouvert, c'est pour ça que je disais qu'un cartonnage, c'est très bien, la valeur que ça a. Un compte ouvert, il est ouvert si on fait bien notre boulot pour longtemps. Et c'est ça le plus difficile dans le commercial, dans notre métier à nous, c'est qu'en fait, c'est le client qui décide quand il ouvre sa porte. C'est pas nous qui réussissons à la forcer. C'est le client qui, à un moment donné, se dit: «OK, pour une raison X ou Y, je veux changer de fournisseur et j'ouvre ma porte». Et l'internet et j'ajoute derrière toute la com sur les réseaux sociaux parce que, on a pris une agence de com pour nous structurer, nos campagnes de communication et notre communication en général. Heu, Tout ça, ça permet de rester, heu, en stand-by, mais quand même, à la surface, de façon à ce que le jour où un prospect à tel endroit
a besoin d'ouvrir sa porte pour trouver un nouveau fournisseur, on soit présent à son esprit et ça, c'est juste essentiel parce que c'est lui qui va dicter, le moment. Je connais en Bretagne des dizaines d'entreprises avec qui nous pourrions travailler et avec lesquelles nous ne travaillons pas parce qu'ils travaillent aujourd'hui avec un confrère et que ça se passe très bien, ils ont pas envie de changer et ça, c'est tout à fait respectable. Combien de fois quand on fait du commercial, on entend dire: «Oui, oui, j'entends, j'achète du carton, oui, oui, mais bon, ce n'est pas ma priorité pour le moment». Voilà et ça, les acheteurs ne peuvent pas mettre tout le temps sur le tapis tous leurs, dossiers et ils y vont, au cas par cas et par contre au moment où ils se disent: «Tiens, je ferais bien un appel d'offres sur le carton», et bah, là, s'ils ne pensent pas à vous, vous avez tout perdu. Là, le truc, c'est qu'ils pensent à vous. Voilà et donc le site internet, la communication sur les réseaux sociaux et cetera, ça développe votre marque employeur, ça développe votre image de marque et ça va faire que dans votre région, ici ou là, on pensera à vous à ce moment-là. Oui, donc Et sur internet, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on parle de référencement Google. Vous avez un site qui est dynamique, eh bien, demain et ça nous arrive maintenant, ça commence à nous arriver, en Normandie, à Marseille, à Toulouse l'autre jour, un brasseur a cherché un emballage, emballage en carton ondulé, brasserie, machin, paf, ils sont tombés sur Gouriot. Voilà, oui, donc c'est il y juste a il y a ça. 2 choses. Il y a, effectivement, cette entreprise qui va avoir un besoin à un moment donné, qui va chercher en ligne. Mais il y a autre chose qui est très important, c'est que par le site, mais au-delà du site, la communication qui est faite, donc une communication digitale, ça permet de vous parliez tout à l'heure de marque employeur, alors on va simplement parler de marque, hein, de marque des cartonnages Gouriot, Mmh, de rester dans l'esprit de ses prospects oui, qui sont restés à l'état de prospect, mais qui vous connaissent, mais qui le jour où vont peut-être déclencher un appel d'offres et qui d'ailleurs ne passeront peut-être pas par une prise de commande en ligne parce qu'on est sur un appel d'offres et donc on a peut-être un certain nombre de références, on a du service, vous parliez tout à l'heure la supply chain et autres, vont venir chez vous et peut-être prendre l'information ou déposer une demande de contact sur votre site en disant on organise un appel d'offres et on aimerait vous mettre dans la boucle. Donc effectivement, cette communication digitale, c'est une façon de communiquer, hein, ce qu'on dit pour délivrer un message à un maximum de personnes, il faut savoir utiliser le téléphone, l'email, la communication sur les réseaux sociaux et puis démultiplier pour que à la fin, vous deveniez en fait une évidence, quelqu'un, un acteur incontournable qu'on doit consulter. voilà, c'est juste ça effectivement. C'est une stratégie globale de communication. Tout à fait. Ça s'intègre dedans. Alors, je voudrais revenir à un premier point, en lien avec tout ça, c'est que, je pense que ça n'a pas été forcément un changement culturel chez Goriot que d'amener tout ça, puisque, en tout cas pas sur les dernières années, puisque vous aviez déjà anticipé cette transformation avec Oui, une parce que équipe. par rapport à il y a 6 ou 7 ans, je peux vous garantir que c'est une révolution complète. Voilà. Alors justement, c'est que peut-être, si vous aviez mis tout cela en place l'année 1, il y a 7 ans, ça aurait été un changement, une rupture brutale. Mmh. Du coup, ça s'est opéré comment? Ce changement de culture, pas à pas, avec, des départs, des renouvellements, mais peut-être aussi, parce que vous avez insufflé, ce que vous aviez marqué, ça commençait, je pense que vous l'avez déjà dit, devis remis en 1 heure. Donc ça engage toute une mécanique et pour tous, de réactivité et donc de service client très très élevé. Bah, ça c'est Mine de rien, là, aujourd'hui, c'est totalement accepté ou il y a quand même des gens qui sont un peu, vous le sentez, qui comprennent pas ou qui sont un peu décrochés non, de cette nouvelle façon de travailler? oui, bah, de toute façon, vous avez raison. Là, on parle de conduite du changement et de cap et du rôle du manager et voilà. Moi, si j'ai un rôle à jouer majeur dans cette entreprise, dans toute entreprise, bah, c'est de donner un cap, et ensuite de faire en sorte qu'on le tienne. C'est pour ça que j'ai dit que les hommes étaient quand même, étaient quand même non, ils sont le cœur, du détonateur. Sans eux, vous pouvez rien faire. Moi, j'ai toujours un mantra ici, c'est: «On n'est pas une famille, on est une équipe». Et dans une équipe, c'est exactement comme Didier Deschamps, avec son équipe de France, il n'a pas sélectionné le meilleur avant-centre du monde, mais il a quand même gagné la coupe du monde. Et l'important, c'est de gagner la coupe du monde. Donc c'est le cap, si vous voulez. Lui, il a un cap et derrière, eh ben, il fait avec les événements et il va faire des choix parfois compliqués, mais l'équipe le comprend parce que l'équipe, elle gagne. Bah, moi, ma vision, c'était, très clairement dès le début d'informatiser l'entreprise. Je connais l'importance, et les et la puissance de tous ces outils de digitalisation, ça démultiplie nos forces donc oui, ça, mon cap, il était là dès le départ. Bien évidemment, il y avait des résistances.
Comment vous dire? Bah, il y a eu des licenciements, il y a eu des gens avec qui on n'était pas d'accord et à un moment donné, je les ai fait comme, Deschamps a fait quitter Benzema, l'équipe de France. Il y a des gens à qui j'ai fait quitter l'équipe parce qu'ils comprenaient pas. Quand j'ai mis devis remis dans l'heure, comme objectif en arrivant, bien sûr, je leur ai dit: «Il s'agit pas de le faire demain». Je sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'on arrivera à le faire, mais je dis simplement que ce serait bien si on pouvait le faire et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Si on veut gagner, si l'équipe veut gagner, l'équipe Goriot veut gagner. Bon, bah, j'ai eu des résistances. J'ai un commercial que j'ai dû licencier parce que lui, il n'était pas du tout, il était en opposition avec ça, ce qui est son droit. Et mon droit, c'était de le faire sortir de l'équipe. Donc c'est vrai qu'il faut, bah, oui, un capitaine, effectivement, il doit de temps en temps dire à son équipage, bah, c'est comme ça, hein, sinon vous débarquez. Après, il y a eu beaucoup de recrutements et j'ai fait attention aussi à recruter des gens dont je sentais que c'est un projet qui leur convenait, hein, et ça prend du temps. Moi, l'équipe ici, j'ai mis, on peut dire au moins 6 ans à la constituer. Parce qu'il faut aussi respecter du temps. Vous avez des anciens qui étaient dans la résistance et que j'ai réussi à embarquer parce que j'ai réussi à les convaincre et ça prend du temps. Quelqu'un qui depuis 30 ans, qui a 50 ans, qui depuis 30 ans bosse, sans informatique, vous pouvez pas du jour au lendemain, lui mettre les mains dans, WordPress, hein, par exemple. Et d'ailleurs, il faut pas lui demander, mais il faut faire en sorte qu'il vous accompagne aussi avec tout son savoir-faire et toute son expérience, mais plutôt en back office et mettre des jeunes en 1re ligne qui, eux, maîtrisent plus facilement, l'outil informatique. Bon voilà, c'est Il y a aussi des sujets peut-être de formation que vous avez pu accomplir? ah oui, évidemment, évidemment. La formation, c'est aussi, un des devoirs du chef d'entreprise. C'est toutes ces personnes qui auraient envie ou qui ont envie et qui ont compris, qui veulent bien, qui sont pleins de bonne volonté. En fait, voilà, l'important, c'est pas les connaissances de chacun, c'est surtout l'important, c'est leur volonté. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas pour monter dans le bus? S'ils sont d'accord, là, c'est notre boulot et c'est mon boulot en tant que chef d'entreprise que de leur donner les moyens dont ils ont besoin pour y arriver. Et évidemment, la formation, c'est un élément essentiel. Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour terminer ce podcast, élément que j'ai pas eu encore l'occasion de discuter, mais qui est, éminemment importante, et eu égard l'actualité. On parle d'industrie verte. Je pense que le président Macron récemment, en a fait, toute l'éloge et en tout cas, toute sa promotion. Alors vous n'avez pas attendu ça pour vous sentir concerné d'une part et pour engager des actions. J'aimerais bien que vous nous expliquiez effectivement concrètement ce que vous avez pu faire, ce que vous avez voulu mener et jusqu'où vous voulez aller en termes, voilà, de bilan carbone, projet de décarbonation pour, améliorer, continuer de performer dans l'empreinte environnementale des cartonnages Gouriot. Bon, alors moi j'ai 2 convictions. Enfin, j'ai d'abord un gros problème comme tout le monde, c'est, l'environnement, hein, comment dirais-je? Depuis des siècles, en fait, l'humanité se bat contre la famine, les maladies et la violence. Et c'est ça qui a toujours limité notre population. Au début de la révolution industrielle, on était 600 millions dans le monde. Pourquoi on est 8 milliards aujourd'hui? Parce qu'en grande partie, on a vaincu ces 3 fléaux que sont la famine, la violence et les pandémies. Je dis bien en grande partie, hein. Et on a cru qu'en fait, en continuant à combattre ces trois fléaux, tout irait bien. Et en fait, il y en a un quatrième qui avançait masqué et qui est peut-être le plus grand fléau, en tout cas la plus grande menace, pour notre humanité, c'est l'environnement. C'est-à-dire que notre planète, elle s'épuise. On l'a pas vu venir, on a cru que les matières premières étaient inépuisables, qu'il y aurait du pétrole à l'infini, qu'on pouvait envoyer des fumées toxiques dans l'air, du CO2, il y avait pas de problème. Et là, en fait, on se heurte à un mur écologique, qui est tous devant nous et qui nous angoisse, hein, tout à chacun. Chacun l'exprime ensuite comme il le peut, mais moi, ma 1re conviction, c'est qu'il faut être acteur, sur ce fléau-là, parce que sinon il va nous embarquer, il va tous nous emporter. Donc voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'environnement, c'est clair, et tout ce qu'on peut. Deuxièmement, les hommes, parce que c'est toujours eux qui sont encore au cœur du système, et c'est par eux que la solution elle arrivera. Et donc chez Gouriot, comment on fait? Bah, j'ai saisi le bâton de la RSE comme beaucoup, hein, en me disant: «Bah oui, on va motiver nos troupes, là-dessus». Et on a fait des formations sur, bah, les causes de la crise climatique aujourd'hui, pour comprendre les phénomènes. On a sensibilisé tout le personnel, et là, je vous prie de croire que, même ceux qui disent rien, ils ont tous l'angoisse existentielle qu'on a en nous aujourd'hui, hein. Et donc ils sont tous hyper soulagés de voir qu'on s'en occupe et que dans leur entreprise, on prend le problème à bras-le-corps. Alors oui, on a entrepris une triple démarche et j'ai nommé un cadre responsable RSE, pour ça, et j'anime le système avec lui.
une triple démarche, de sobriété énergétique, ça c'était surtout pour répondre à l'urgence, en fin d'année dernière du risque de blackout, au niveau électrique. Une démarche ensuite en deuxième point de bilan carbone, faire le point. Combien on émet de CO2, chez Gouriot? Bah, c'est 2 425 tonnes très exactement sur l'année 2021. Puis ensuite, partant de ce bilan, comment on peut faire pour, atteindre les objectifs de diviser par 2 notre, impact carbone? Parce que notre activité, on a constaté qu'effectivement elle avait un impact négatif sur la planète, comme toute activité humaine, et donc comment on peut faire pour la réduire le plus possible? Donc c'est la troisième étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la décarbonation, et on regarde sur tous les plans, partout, on se réunit, on en discute entre nous, on a, heu une société qui est d'ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans et qui nous aident, Carbonéthique, des gens formidables. Eh bien, ils nous aident. Alors très concrètement, quelles sont les mesures qu'on a prises depuis 3 mois? Heu, on a changé des moteurs qui étaient trop puissants et qui mettaient toute la pêche dès qu'ils démarraient par des moteurs, avec des variateurs qui, consomment moins d'énergie. On a changé tout notre réseau d'air comprimé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 30 de microfuites qu'on n'entendait même pas. Donc, nos compresseurs étant les deuxièmes machines les plus consommatrices d'électricité dans l'usine, et ben, en fait, elles poussaient à 30 de l'énergie, elles consommaient de l'énergie pour pousser à 30 de l'air dans l'air. Voilà. Donc on a changé tout le système d'air comprimé et on a diminué de 20 notre consommation d'électricité avec cette petite mesure. Enfin voilà, et on continue à balayer toutes nos décisions au filtre, de la décarbonation, de la baisse de consommation d'énergie, et cetera. Et ça, je peux vous dire que du point de vue de la marque employeur, là, et pour le coup, aussi bien en interne qu'en externe, c'est juste extraordinaire. On n'a pas de mal à recruter, nos personnels sont hyper motivés, l'ambiance a jamais été aussi bonne. On est tous embarqués dans une rude galère vis-à-vis de ce fléau environnemental qui est un mur là qu'on a tous en face de nous. Mais chez Gouriot, je peux vous dire qu'on a tous aussi le sentiment qu'on fait tout ce qu'on peut. Et ça, c'est juste génial. Merci Jacques pour ce partage et bravo pour cette action, à la fois pleine de bon sens et puis, très concrète. Par exemple, la mesure déjà de l'impact, je trouve que c'est extraordinaire d'en arriver à ça. Alors, je pense que vous êtes arrivé avec, les bonnes méthodologies portées par, ce cabinet qui vous a accompagné. Mais effectivement de se dire: «Ça, c'est l'état de l'art» et à chaque action, on peut mesurer effectivement comment ça évolue. Je trouve ça, très intéressant et inspirant peut-être pour ceux qui vont, nous écouter et vous écouter à travers ce podcast. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. J'espère que ça a été un moment agréable, en tout cas que, nos éditeurs le ressentiront, comme cela. Je vous donne rendez-vous, dans quelques mois, quelques années, peut-être pour refaire le point, sur, tout ce que vous avez entrepris post-covid, comment ça s'est, réalisé et puis, je vous souhaite, beaucoup de succès dans vos démarches, qu'elles soient, développement commercial avec du numérique, qu'elles soient en termes, de constitution d'une équipe, forte et soudée et puis, d'atteinte de vos enjeux, sur, la décarbonation de votre industrie en espérant que ça fasse des petits chez ceux qui vont vous écouter en se disant: «En fait, c'est pas si compliqué que ça, en tout cas c'est faisable». Bah, Merci. vous avez bien tout résumé, Thomas, et je vous retourne, les compliments que vous venez de m'adresser parce que c'est un plaisir de travailler avec vous et avec vos équipes. Oui, vraiment, on progresse beaucoup grâce à vous, et un grand merci parce qu'il y a pas d'entreprise forte sans des partenaires forts derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jacques et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou? Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt.